Après avoir vu la chromatographie d'exclusion moléculaire, nous allons voir, toujours dans la série des chromatographies en phase liquide, la chromatographie d'affinité. Comme l'indique son nom, cette chromatographie est basée sur l'affinité qui existe entre une macromolécule, protéine, acide nucléique ou glucane, avec son ligand. C'est une propriété qui est liée à des phénomènes de reconnaissance spatiale avec des interactions faibles qui se forment. Cette chromatographie permet des applications variées qui incluent la purification d'acides nucléiques, de protéines, d'anticorps, etc. En quoi consiste le principe? Comme d'habitude, nous allons présenter la phase stationnaire et la phase mobile. La phase stationnaire est un support macromoléculaire inerte qui porte un effecteur. Cet effecteur présente une affinité biologique pour le soluté cible qui est dans l'échantillon. À titre d'exemple, vous connaissez l'affinité enzyme-substrat, l'affinité ligand-récepteur et l'affinité antigène-anticorps. La phase mobile est constituée d'un tampon d'élution variable. On peut définir une constante d'association, Ka, qui mesure l'affinité d'un ligand vis-à-vis d'une macromolécule. Ainsi, soit la réaction protéine plus ligand, à l'équilibre, on a le complexe PL qui se forme. Bien sûr, c'est un équilibre, et tel que nous avons déjà vu dans les chapitres précédents, la constante d'association se définit en considérant qu'à l'équilibre, la vitesse d'association ou de formation du complexe PL est égale à la vitesse de sa dissociation. Les étapes d'une chromatographie d'affinité peuvent être résumées comme suit. Il y a une étape de fixation dans laquelle le ligand ou la molécule cible se fixe sur la colonne. L'étape de purification où on élimine toutes les molécules qui ne sont pas spécifiquement fixées sur l'effecteur. Et enfin, l'étape d'élution pour récupérer le soluté purifié. Soit le schéma suivant. Ceci constituant le support macromoléculaire insoluble et en vert l'effecteur. Les molécules à séparer, le mélange de molécules à séparer est le suivant. Donc, après avoir déposé à la surface de la colonne le mélange de constituants, le tampon de migration entraîne les molécules et seules les molécules qui ont une affinité pour la colonne vont être fixées. La deuxième étape consiste à l'étape de purification. On continue de verser du tampon d'élution afin d'éliminer toutes les molécules qui ne sont pas spécifiquement fixées sur l'effecteur. Une fois que l'on observe qu'il n'y a plus d'éléments élués, se reste la question: comment récupérer notre échantillon? Dans ce cas-là, il faut bien entendu casser les liaisons faibles qui se sont formées, et pour cela, on peut utiliser un tampon de pH différent qui peut modifier la charge des protéines si c'est des protéines. Si c'est un acide nucléique, bien entendu, sa charge ne change pas en fonction du pH. À ce moment-là, on va modifier la force ionique du tampon d'élution, c'est-à-dire on utilise un gradient de NaCl, par exemple. Et enfin, on peut également
obtenir l'élution en utilisant une molécule capable de se fixer, différente mais capable de se fixer et qui, par compétition, va éluer la molécule cible. Ainsi, avec ce changement de tampon, on obtient l'élution des molécules que l'on peut donc ensuite utiliser ou pour les étudier, pour étudier leur structure ou leur fonction. Quels sont les supports ou matrices utilisés? Ces supports doivent être mouillables mais insolubles dans l'eau. Ils doivent être poreux pour laisser passer les molécules, bien entendu. Ils doivent être chimiquement et mécaniquement stables, c'est-à-dire ne pas être modifiés au cours de l'expérience. Et enfin, ils doivent porter des groupements fonctionnels réactifs pour permettre la fixation de l'effecteur par liaison covalente. Les principaux supports utilisés sont les carboxyméthylcelluloses, les cépharoses, le gel de polyacrylamide. Afin d'immobiliser donc l'effecteur, il est nécessaire d'activer la matrice. C'est-à-dire qu'il faut créer des groupements réactifs qui vont permettre la fixation covalente de l'effecteur. Généralement, ce sont des liaisons très fortes, de type liaison amide, qui permettent la réutilisation des gels d'affinité et leur utilisation à des pH extrêmes, acides ou basiques. Nous allons schématiser ça. Voici le support qui peut être donc un cépharose ou une carboxyméthylcellulose. L'idée, c'est qu'il faut disposer d'un groupement réactif ici afin de pouvoir fixer de manière covalente l'effecteur. Puis, le ligand qui nous intéresse, par contre, il va former des liaisons faibles. Mais la structure de la colonne doit être donc très solidement fixée. Ainsi, l'effecteur est fixé par une liaison covalente au support. Ceci va constituer la matrice de la chromatographie d'affinité, donc très solidement fixée, qui ne peut pas être éluée ni coupée. Et enfin, c'est ce complexe qui va permettre la fixation par des liaisons faibles de la molécule cible. Il est nécessaire d'utiliser un espaceur, c'est-à-dire on ne peut pas fixer l'effecteur directement sur le support, sinon ça crée un encombrement. Il n'y a pas assez de distance de manière à ce que l'effecteur puisse présenter correctement son site actif, le site de fixation. Donc on ne peut pas coller directement ça au support insoluble. Voilà justement, cette diapo permet de voir que, imaginons que nous avons un effecteur dont le site de fixation est là, ou alors, pour l'autre, à distance du site actif. Le site actif étant là, dans les deux cas, ça peut être fixé. Cependant, une fois dans la colonne, voilà le problème qui se pose. C'est que si le site de fixation à la colonne de cet effecteur est mal positionné, le ligand aura du mal à se positionner correctement. Tandis que dans ce cas, où on a le site de fixation à la colonne qui est bien éloigné, qui laisse parfaitement libre le site actif, le ligand pourra se fixer. Les principaux
effecteurs dépendront donc bien sûr de la nature des molécules à séparer. Pour la purification des enzymes, on peut utiliser des substrats ou des analogues de substrats. Un analogue de substrat signifie une molécule qui ressemble au substrat. On peut utiliser des inhibiteurs réversibles, des effecteurs allostériques ou des coenzymes. En tout état de cause, ce sont à chaque fois des molécules qui sont reconnues par l'enzyme qu'on veut séparer. Si l'enzyme qu'on veut séparer n'utilise pas de coenzyme, il est bien évident qu'on ne peut pas essayer de la purifier avec un effecteur coenzyme. En immunologie, on utilise des aptènes, des antigènes ou des anticorps. Pour l'étude des protéines réceptrices, on peut utiliser les hormones ou le ligand qui est fixé de façon générale par ces molécules réceptrices, même si ce n'est pas une hormone. Enfin, pour la purification ou la détection des acides nucléiques, on peut utiliser des polynucléotides, de l'ADN natif ou de l'ADN dénaturé. Considérons un exemple pour la purification des ARN messagers eucaryotes. La phase fixe, c'est-à-dire la phase stationnaire, est constituée de fragments d'oligo-DT de quelques dizaines de nucléotides, qui bien entendu peuvent s'hybrider avec les ARN possédant une queue poly-A. Après lavage de la colonne en milieu alcalin, on dépose les ARN totaux à haute force ionique. Ceci constitue des détails techniques qui sont secondaires. Puis, on élue la colonne, on procède à l'étape de purification, c'est-à-dire que toutes les ARN vont pénétrer dans la colonne. Seuls les ARN possédant une queue poly-A vont être retenus, tandis que les autres ARN seront élués. Enfin, une fois que tous les ARN non messagers sont élués, il faut bien entendu récupérer les ARN messagers qui ont été fixés à la colonne, et pour cela, on change les conditions, on change de tampon d'élution afin d'obtenir l'élution. Ceci est schématisé comme suit, soit notre colonne préparée avec les fragments poly-T. Lorsqu'on dépose les différents ARN, donc les ARN totaux extraits de cellules, j'ai représenté ici les ARN messagers avec la queue poly-A et les autres ARN n'en ayant pas. Donc, lorsqu'on les dépose à la surface de la colonne, ce qui va se passer, c'est que le tampon de migration permet la pénétration, la fixation des ARN messagers, tandis que les autres seront élués. Ceci constitue l'étape de purification. Et on continue de verser du tampon. À la sortie, on vérifie en mesurant la DO à 260 nanomètres. Lorsqu'il n'y a plus de DO, cela signifie qu'il n'y a plus d'ARN qui sortent, on peut considérer que la purification est atteinte. Reste le problème que maintenant, il faut récupérer les ARN messagers qui ont été purifiés. Et on passe à un changement de tampon. On utilisera un tampon qui permet l'élution des ARN en changeant la force ionique. Ainsi, au fur et à mesure de la pénétration de ce tampon, on obtiendra l'élution des ARN messagers qui sont récupérés dans un tube ou dans plusieurs tubes. Alors, les diapos suivantes sont
des diapos juste à titre indicatif pour montrer comment on obtient l'activation du support, d'accord? En considérant que ça, c'est un cépharose avec des groupements OH. On montre par quel type de réaction chimique on obtient un groupement très réactif. Ce qu'on appelle un groupement très réactif et qui va permettre la fixation de l'effecteur, c'est ce type de liaison, de groupement réactif, très instable, donc qui permettront de former une liaison covalente avec le ligand. Suivent quelques exemples. Et enfin, le protocole schématisé de la purification des ARN messagers eucaryotes.